Il y a malheureusement une adéquation qui est faite un peu trop rapidement par les médias, beaucoup trop rapidement en fait, que si une personne commet un geste de violence, forcément il doit avoir un trouble psychotique. La réalité, c'est pas du tout, mais alors là, pas du tout ça. L'immense majorité des gestes de violence qui sont commis dans la population générale sont commis par des gens qui n'ont pas de trouble psychotique. Par contre, quand il y a des cas qui arrivent, là, évidemment, les médias vont s'en emparer et en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis malheureusement, ça a un impact très important au niveau de la stigmatisation. Puis moi, des fois, je vois des clients qui l'intègrent, qui me demandent « Je vais-tu devenir violent » ou quelque chose comme ça. Puis non, pas du tout. Il faut savoir que dans la réalité, les personnes qui ont un trouble mental grave sont beaucoup plus victimes de violences que agresseurs. Non. Des fois, quand ils peuvent être symptomatiques ou dans une période aiguë de la maladie, on peut avoir l'impression que les gens qui souffrent de schizophrénie pourraient avoir l'air moins intelligents. Dans la phase aiguë de la maladie, il peut y avoir effectivement une atteinte au niveau de certaines fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on était capable de faire avant qui vont devenir effectivement plus difficiles. On pense entre autres à la motivation, à la concentration. Ça peut prendre un certain temps avant que ces fonctions-là reviennent à ce qu'elles étaient auparavant. On l'entend beaucoup ça, puis c'est pas une déficience et c'est pas un manque d'intelligence d'avoir eu une psychose ou d'avoir la schizophrénie. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Ce qui est important de savoir, c'est que le développement des troubles mentaux, c'est multifactoriel. Il n'y a pas un facteur qui explique. Donc oui, il y a une composante génétique, mais la composante génétique n'est pas nécessairement transmise de famille en famille. Ça peut être lié à une mutation, donc elle peut apparaître soudainement alors qu'il n'y avait personne dans la famille qui avait un trouble mental avant. La composante génétique seule ne suffit pas. La schizophrénie, c'est une maladie qui est quand même complexe. On sait qu'il y a une composante qui est biologique, qui vient de nos gènes. Il y a une composante aussi qui est psychologique et une composante aussi qui est sociale. Donc, on dit une maladie qui est bio-psychosociale. Donc, il y a plein de choses qui peuvent amener une personne à développer la schizophrénie. Mais de penser que c'est la faute des parents ou la faute des membres de la famille qu'une personne développe cette maladie-là, c'est complètement faux. C'est très, très, très réductionniste. Paresseux? Non. Bien, il y en a peut-être. Je ne veux pas dire que tout le monde. Pas plus ou pas moins que la société en général. Il faut comprendre qu'au niveau de la schizophrénie, il y a des symptômes négatifs. On parle de l'apathie, on parle du manque d'initiative ou des choses comme ça qui peuvent donner l'impression en fait que les gens peuvent avoir l'air un peu plus paresseux ou oisifs. Les gens vont manquer de motivation, vont manquer d'énergie, puis ils vont avoir de la difficulté à ressentir le plaisir. Fait que dans ce contexte-là, de se mettre en action, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas parce que c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est important là, vraiment de s'en rappeler. La drogue ne cause pas la schizophrénie. Par contre, on sait que la consommation de certaines drogues, entre autres le cannabis, on sait que ça peut faire en sorte que les symptômes de la maladie apparaissent plus tôt chez une personne qui était normalement déjà prédisposée. On parle beaucoup du cannabis, mais j'ai aussi beaucoup en tête les psychostimulants, les amphétamines, entre autres. La personne éventuellement risque de revenir à l'hôpital, d'être hospitalisée, avoir une rechute psychotique, avoir davantage d'anxiété, de dépression, plus de problèmes de fonctionnement aussi. Ça serait peut-être un petit peu difficile aller à l'école ou retourner à l'école. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Que la consommation soit au moins contrôlée, ça, je pense que ça serait un gros, gros, gros acquis. Ça peut faire en sorte que ça peut beaucoup bénéficier aux gens qui ont un trouble psychotique. Au niveau de l'inclusion, moi, ce que je note là, depuis le début de ma pratique, c'est qu'il y a beaucoup moins de préjugés, puis beaucoup moins de stigma par rapport aux gens qui souffrent de maladies mentales. Et entre autres, là, on a beaucoup plus d'activités de sensibilisation grand public. C'est sûr que quand on pense à l'époque des asiles, à l'époque des grands hôpitaux psychiatriques qui étaient délibérément construits loin des grands centres parce qu'on voulait, dans le fond, pas avoir aucun contact
avec les personnes qui avaient des maladies mentales, c'est sûr que on a fait beaucoup de chemin là, depuis 100 ans. Au lieu de prendre pour acquis que ce qu'on a vu dans un film ou ce qu'on a entendu dans les médias, ça représente la réalité, prendre le temps de connaître les personnes, de passer du temps avec, de connaître leur histoire, de les inviter à manger ou de travailler avec des personnes qui ont eu un passé en psychiatrie, va vraiment beaucoup aider à diminuer la stigmatisation.